Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinar où on va discuter ensemble sur l'intelligence artificielle et comment l'utiliser pour l'implémenter dans notre stratégie de contenu. Je me présente, je m'appelle Antoine Gianotta et je suis professeur chez DataBird. Je suis spécialisé en data et en IA. Euh, et on va de discuter de tout ça aujourd'hui. Est-ce que, avant qu'on commence, est-ce que certains d'entre vous pourriez me confirmer si vous m'entendez bien? Et je vais également partager mon écran et vous devriez du coup voir des slides. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'on peut mettre un petit message dans le chat pour me confirmer cela? Ah, alors, je vois pas de petit message. Est-ce que vous m'entendez? Normalement, ça devrait fonctionner. Hop là. Encore attendre une petite minute avant de commencer pour laisser les retardataires arriver. En tout cas, pour simplement déjà vous faire petite explication de ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour ce webinar. Ah, super. Très bien, je vois que chat désactivé. Ok, oui, effectivement, le chat a été, autant pour moi, le chat a été désactivé pour une raison très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans ce webinaire, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter voilà, un petit peu ce qu'on peut faire avec l'IA aujourd'hui, notamment quand on parle de marketing, quand on parle de communication, de stratégie de création de contenu, dans un premier temps, et puis n'hésitez pas au fur et à mesure. Voilà, comme vous venez de le faire pour certains, et merci beaucoup à vous, de poser des questions dans la partie questions-réponses et j'y répondrai du coup à la fin du webinaire. Hop là, du coup, je ferme ça. Alors, au sommaire aujourd'hui, l'idée c'est d'essayer essayer de faire un peu un tour d'horizon sur en fait l'IA au service de la création du contenu et d'essayer de comprendre en fait comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans notre quotidien, justement spécifiquement pour créer du contenu, hein, j'ai envie de dire entre guillemets. Donc on discutera un petit peu de comment, alors déjà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on a de plus en plus envie d'utiliser l'IA. Pourquoi déjà commencer par définir une charte d'usage de l'IA, essayer de comprendre en fait dans le marketing, dans la communication, dans la création de contenu, quels sont les cas d'usage concrets et quelles méthodologies utiliser, quelles sont les bonnes pratiques, les erreurs à éviter. Et puis comme je vous le disais, à la fin, on se prendra un petit temps pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Euh, alors, Commençons déjà par essayer de comprendre pourquoi est-ce que aujourd'hui l'IA est apparue. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, telle qu'elle, ça existe depuis très longtemps. Hein, l'intelligence artificielle, je donne souvent cet exemple-là pour ceux et celles qui ont un iPhone ou qui connaissent un petit peu l'utilisation de l'iPhone. Vous avez peut-être déjà utilisé Siri. Siri, ça a été créé en 2012, si je dis pas de bêtises, donc ça fait quand même un petit moment, et pourtant ça utilise l'intelligence artificielle. Euh, et donc en fait, on peut se poser la question, mais pourquoi est-ce que j'entends parler d'IA depuis un an, 2 ans, un petit peu à toutes les sauces? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà on fait la différence entre l'IA, qui est l'intelligence artificielle au global, et l'intelligence artificielle générative. Quand je parle de ChatGPT, je parle d'IA générative et c'est par extension un petit peu on va dire ce que aujourd'hui, en fait, on entend quand on dit IA, c'est plutôt intelligence artificielle générative. C'est en fait utiliser la puissance de calcul de nos ordinateurs, la puissance du deep learning pour en fait générer des choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, ça existait déjà hein, depuis un petit moment et que en fait, l'IA n'est pas arrivée parce que le contenu était facile à produire. C'était déjà le cas il y a plusieurs années, mais plutôt parce que aujourd'hui, ou en tout cas depuis un an, 2 ans, elle arrive parce que la complexité de cette création de contenu a explosé. Vous voyez quelques petits chiffres là sur cette slide.
qui en fait explique et vraiment montre qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de contenu qu'on veut venir créer sur de plus en plus de canaux, de plus en plus vite. Et tout ça en devant forcément démontrer un peu un retour sur investissement parce que bon, c'est très cool de créer du contenu. Ça fait partie, moi personnellement, de mes missions et j'adore ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais ce workshop. Mais forcément, quand on travaille dans une entreprise, on a envie d'utiliser son temps à bon escient. Et donc, c'est vraiment de là, c'est un petit peu un truc important que j'aime toujours expliquer, c'est qu'en fait, on pourrait utiliser l'IA à toutes les sauces, mais on va vraiment essayer de réfléchir sur comment est-ce que l'intelligence artificielle générative peut, moi, m'aider en fait à être de plus en plus productif. Parce que l'idée, c'est de pas utiliser de l'IA pour faire tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que l'IA change vraiment et surtout qu'est-ce qu'elle ne change pas? En fait, il faut savoir que l'intelligence artificielle générative, elle va faire des choses plutôt bien, mais il y a d'autres choses qu'elle va pas forcément faire et sur lesquelles elle va pas forcément pouvoir vous aider. Je les ai listés ici. L'IA, en vrai, ça va être un très bon copilote. Elle va nous aider à générer des premières versions, proposer des plans, des angles d'attaque, accélérer vachement des tâches répétitives, aider un peu à structurer des idées. Et en fait, votre intelligence artificielle générative, elle va pas vous remplacer, hein. Elle va pas définir la stratégie du contenu. D'elle-même, elle peut pas comprendre un peu toutes les subtilités de votre marque, de votre entreprise. Elle portera pas de responsabilité puisque c'est pas un être humain. On peut pas désigner une IA comme responsable de quelque chose. Et forcément, ça va être à l'humain d'arbitrer un peu des choix sensibles, des choix politiques. Euh, quand on utilise bien l'intelligence artificielle, en général, je crois que c'était dans l'analyse de Kropik ici, ils explicitaient qu'on peut observer des gains de productivité de 20 à 40%. Et en vrai, quand on y réfléchit, c'est énorme, c'est quasiment une journée de travail. Mais encore faut-il qu'on utilise bien cette intelligence artificielle comme notre copilote dans notre quotidien. Euh, En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'intelligence artificielle, elle fonctionne toujours bien. Elle exécute très bien ce qu'on va lui dire. Ce qui est important, c'est que nous, en fait, on lui demande quelque chose bien ou mal. Et si on lui demande quelque chose, mais de la mauvaise manière, elle va très bien exécuter ce qu'on lui demande, mais elle va nous donner un résultat qui ne nous satisfait pas. Mais c'est pas parce que l'IA fonctionne pas bien, c'est parce qu'on n'a pas su l'utiliser de la bonne manière. Et donc maintenant qu'on a un petit peu ça en tête, eh bien, on sait que l'intelligence artificielle, ça va vraiment être notre copilote de création. Et l'idée, c'est de ne pas laisser l'IA décider de manière générale, mais plutôt de l'utiliser pour gagner du temps. À nous de définir la stratégie, de donner un cadre, de valider du contenu et d'utiliser l'intelligence artificielle pour proposer des choses, pour accélérer certains processus de création de contenu ou pour, à partir de contenu qu'on aurait créé, venir le décliner, venir reformuler des choses pour en fait un petit peu accélérer notre travail notre travail de création de contenu en fait dans notre quotidien. Donc maintenant qu'on a ça en tête, l'important, avant toute chose, selon moi, c'est de se poser la question, comment est-ce que je veux utiliser l'intelligence artificielle dans mon cas? Essayer d'un petit peu définir cette charte d'usage de l'IA. Déjà, pourquoi est-ce que c'est indispensable? Parce que peut-être pour certains, certaines d'entre vous, vous l'utilisez déjà, ou vos collègues l'utilisent déjà, mais sans forcément avoir de règles précises. Et du coup, si vous travaillez en équipe, vous l'avez probablement déjà observé, mais en fait, si on l'utilise toutes et tous d'une manière différente, on va avoir des risques sur la confidentialité de nos données, sur une cohérence de marque éditoriale, de marque et de responsabilité éditoriale en fait. L'idée, c'est du coup en tant que personne qui vient un petit peu être le IA champion, comme j'aime bien l'appeler, c'est-à-dire la personne qui va vouloir essayer de faire en sorte de modifier nos processus dans la création de nos plans de com, par exemple, eh bien, en utilisant du coup l'IA, c'est de créer un petit peu cette charte-là et d'y réfléchir pour que toutes les personnes au sein de notre boîte, au sein de notre pôle marketing, comme par exemple, puissent eh bien, avoir des processus et des utilisations alignées de l'IA. Donc l'idée, c'est vraiment de venir définir cette vision-là et de décider du rôle qu'on va donner à l'IA comme si c'était un petit peu en fait un nouveau collaborateur. Euh,
et de se dire, OK, on va utiliser l'intelligence artificielle à ces moments-là dans notre processus et de cette manière-là. Et forcément, si on l'utilise toutes et tous d'une manière uniforme, alors on prend moins de risques et on va obtenir des résultats qui vont du coup, avoir de la cohérence derrière. Euh, Ici, je reviens un petit peu, selon moi, du coup, où est-ce qu'on pourrait choisir de venir faire intervenir l'intelligence artificielle? N'est pas obligée de la faire intervenir à tous les moments. Et d'ailleurs, elle n'est pas obligée d'intervenir dans 100% de ces on va dire, de ces différentes tâches. Mais globalement, elle va nous aider sur l'idéation des contenus, sur la structuration, sur la rédaction de première version, sur la déclinaison de plusieurs formats et surtout sur de l'optimisation. Donc la reformulation du SEO, par exemple. Et ce qui est important de comprendre quand on vient définir cette charte d'usage de l'IA, c'est déjà de la maturité de l'équipe face à l'intelligence artificielle. Alors, qu'est-ce que j'appelle maturité? C'est en fait tout simplement d'essayer de comprendre des gens, des collaborateurs qui travaillent avec nous aujourd'hui, de moi-même, à quel point est-ce que je suis à l'aise en fait, avec l'intelligence artificielle. Je peux être totalement débutant, rien y connaître avoir un peu un usage ponctuel parce que j'ai déjà utilisé ChatGPT un peu à ma sauce, ou je peux avoir on va dire un niveau un peu avancé parce que je sais créer des workflows, je sais créer des agents IA, je comprends un peu les concepts de data science. Typiquement, aujourd'hui, la réalité, c'est que dans une même équipe, ben, on va forcément avoir des niveaux différents. Et cette charte d'IA-là, en fait, elle va nous permettre de nous, dans un premier temps, en comprenant quels sont les différents niveaux de maturité de mes collaborateurs dans mon équipe, essayer de à la fois fixer un cadre commun pour que tout le monde puisse avoir plus ou moins le même niveau, mais surtout que tout le monde puisse avoir plus ou moins les mêmes pratiques, et que ces pratiques-là, elles soient accessibles à toutes et à tous. Je ne peux pas demander à une personne totalement novice de créer un workflow N8N. Si ça parle pas à certains d'entre vous, c'est probablement que vous êtes débutant en IA et c'est plus que OK. Mais c'est-à-dire un ensemble de tâches qui soient automatisées avec un outil qui s'appelle N8N. Je pourrais pas le demander à des débutants, je pourrais pas créer ça dans ma charte. Il va falloir d'abord que je les accompagne et que je puisse du coup monter un plan de compétences, par exemple. Mais elle est tout là l'importance de cette charte d'utilisation de l'IA, de cette réflexion c'est de se dire concrètement, aujourd'hui, qui sont mes collaborateurs, comment est-ce qu'on va utiliser l'IA, quels sont leurs niveaux, comment est-ce qu'ils vont pouvoir le faire, et comment est-ce que moi, je peux avoir des attentes réalistes sur l'utilisation de ce nouveau collaborateur qui est un robot, qui est l'intelligence artificielle générative. Et donc l'idée de cette charte, c'est quoi? C'est vraiment, comme je le disais, d'encadrer les usages pour éviter les dérives. On va éviter la fuite de données sensibles, des contenus incohérents, une absence de responsabilité et qu'on ait des décisions prises qui ne soient pas sur des contenus qui ne soient pas maîtrisés, en fait. Donc, quatre règles simples pour moi. Commençons par implémenter l'IA sur des données non sensibles, ou en tout cas d'interdire toutes les données sensibles dans un premier temps. Euh, Mettre des jalons, c'est-à-dire avoir une validation humaine obligatoire à chaque fin d'étape où l'intelligence artificielle est utilisée. Donc, si je viens lui demander de générer une image, avoir la validation humaine une fois que l'image a été générée, avant de la mettre dans ma newsletter, par exemple. Euh, Avoir les outils et les usages autorisés qui soient clairement définis. Si je me retrouve avec un collaborateur qui ne sait pas utiliser un outil ou qui n'a pas accès à un outil, bah forcément, ça va un peu bloquer le processus, ça va créer des frictions. Et avoir toujours la responsabilité qui soit du côté de l'humain. En vrai, ça peut sembler être des règles un petit peu bateau, mais si on les a pas en tête et qu'on les jalonne pas et qu'on vérifie pas qu'elles sont tout le temps mises en place, eh ben on peut forcément très facilement passer à côté. Et c'est vraiment, on voit qu'on a un petit problème de son. Ok, est-ce que vous m'entendez? Normalement, c'est bon. J'ai vu que j'ai eu un petit problème avec mes AirPods qui sont connectés automatiquement. Mais je pense que ça devrait être ok.
Désolé du petit désagrément. Mais pour revenir sur ce que je disais, j'expliquais rapidement juste avant, euh, faire très attention à suivre ces quatre règles simples, même si elles peuvent sembler bateaux. Euh, En fait, c'est très important de les avoir en tête et de vérifier que dans la charte qu'on va implémenter, donc c'est-à-dire l'ensemble de règles qu'on va se donner pour utiliser l'IA tous ensemble, eh bien, en fait, elles soient bien respectées à chaque étape parce qu'on a très vite fait de les oublier. Ok, passons maintenant un petit peu au cas d'usage possible quand on parle de création de contenu. Parce que forcément, je pourrais étayer sur un milliard de cas d'usage aujourd'hui d'utilisation de l'IA générative, mais c'est le sujet qui nous intéresse. Alors, pour moi, j'ai un peu divisé les cas d'usage possibles en quatre grands cas d'usage qui vont en fait être un petit peu, vous allez voir, hein, le processus un peu classique dans la création des contenus. Euh, et en fait, ce qui est important de comprendre quand personnellement je suis venu définir ces cas d'usage, c'est que je suis pas parti d'un outil, je suis parti d'une problématique qu'on pourrait avoir. Et à chaque fois, je la définis ici. Euh, Premier cas d'usage, venir et bien, avoir de nouvelles idées. Générer des idées de contenu à partir d'un thème de métier, identifier des angles différenciants dans ma com, structurer une vision éditoriale. En fait, ici, je pars du principe que je peux utiliser l'IA pour sortir un petit peu du syndrome de la page blanche quand je ne sais pas trop par où commencer et vraiment cadrer ma production. Et vous voyez ici, en fait, ce que je viens faire, c'est traiter une problématique. J'ai le syndrome de la page blanche, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment cadrer ma production. Du coup, je vais utiliser l'IA pour ce faire. Deuxième étape, ce serait plutôt pour venir structurer et faire un premier jet. Donc, par exemple, un premier jet d'une newsletter. Je pourrais créer des plans d'articles ou de posts. Je pourrais transformer un peu une idée floue en un brouillon exploitable. Je pourrais adapter mon niveau de profondeur en fonction de la cible que va avoir ma newsletter. Ici, en fait, je viens accélérer le passage de l'idée au contenu en tant que tel. Et du coup, moi, je peux en fait utiliser l'intelligence artificielle pour, par exemple, me faire un petit brainstorming tout seul sur mon plan de communication. Et ensuite, l'intelligence artificielle va me renvoyer un plan de com, par exemple. En troisième lieu, plutôt faire de la réécriture et améliorer un petit peu toute la création du contenu. Donc typiquement ici, c'est j'ai déjà créé mon contenu, j'ai fait mon premier jet et je voudrais un petit peu peaufiner tout ça. En fait, ici, c'est améliorer la lisibilité, pardon, l'impact et vraiment l'efficacité de mes contenus. Donc je peux avoir un texte trop long, je veux le raccourcir. Je veux simplifier un contenu d'expert que j'avais, mais sans vraiment appauvrir j'ai envie de dire mon texte. Je veux adapter le ton à une audience ou à un contexte précis. Par exemple, chez DataBird, euh, donc l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement, euh, eh bien, nous, on va vraiment venir tutoyer nos apprenants, nos élèves. Par contre, euh, toutes les personnes qui sont pas encore nos clients, du coup, on les vous voit. Et typiquement, on peut vouloir adapter une newsletter pour nos élèves, pour nos clients, mais donc en utilisant le tutoiement et en fait changer tout ça en employant le vouvoiement pour des personnes qui seraient de potentiels clients ou bien des externes à l'entreprise. Et typiquement, bah, en fait, l'IA elle pourrait très très rapidement ici venir changer ça. Et typiquement, ça c'est un exemple à la fois de réécriture, mais ça peut aussi être considéré comme un exemple de la quatrième étape, qui peut être la déclinaison ou la réutilisation de contenu. Ici, en fait, on va vraiment adapter le contenu existant à un format différent, à un canal différent. On va transformer un article en post, en newsletter, en email. En fait, on a déjà du contenu produit et on veut pouvoir en produire d'autres pour d'autres canaux. L'intelligence artificielle va vraiment nous aider à accélérer ce processus-là. Et pour moi, en tout cas aujourd'hui, en interne chez DataBird, c'est là où je vois qu'elle est vraiment la plus productive, la plus efficiente, si j'ai envie de dire. C'est vraiment de se dire que bah, j'ai créé une newsletter, à partir de ça, je peux créer un script pour une vidéo, je peux venir créer une newsletter, mais spécifique pour nos clients. Enfin bref, vous voyez un petit peu où je veux en venir et vous voyez un petit peu l'idée.
Donc maintenant qu'on a un peu ces quatre grands cas d'usage en tête, concrètement, comment est-ce que vous allez pouvoir commencer à implémenter l'intelligence artificielle dans votre quotidien? L'idée là, c'est que je vous partage un petit peu ma méthodologie perso de comment est-ce que je viens intégrer l'intelligence artificielle euh, dans vraiment mon pôle marketing en tant que tel. Alors, en premier lieu, ce que je viens faire, c'est identifier le bon point de départ. Et pour ça, comme je le disais avant, ce qui est super important, c'est de ne pas commencer par l'outil. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de réfléchir, OK, je vais utiliser ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire avec? On va vraiment partir d'une problématique. Donc l'idée, c'est vraiment d'identifier les points de friction et de se poser la question, est-ce que ce point de friction est une tâche répétitive? Est-ce qu'elle est chronophage? Oui ou non? Pourquoi? Parce que vraiment, cette règle clé-là, elle est super importante. Plus une tâche est répétitive, plus elle est chronophage, plus l'intelligence artificielle, elle est pertinente. L'idée, c'est de faire en sorte de créer de la valeur avec l'IA là où l'humain s'épuise. C'est un petit peu un motto, une phrase à retenir, mais typiquement, euh, quand j'ai des syndromes de la page blanche et que du coup je peux tourner en rond à essayer de définir quelque chose, à structurer une idée, ça peut me prendre beaucoup de temps. Alors que, in fine, si on structure un petit peu cette idée, mon process peut continuer. Si je passe trop de temps à reformuler un même message plusieurs fois parce que j'ai 50 canaux, typiquement de la difficulté à décliner un contenu sur plusieurs formats aussi. Je peux avoir des retards qui sont liés aux relectures, aux validations. Typiquement, je vais pouvoir aussi automatiser cette partie-là de relecture, de validation en donnant des règles précises à une intelligence artificielle. Ou si en fait j'ai qu'un seul expert dans ma boîte qui peut vérifier quelque chose et qui doit tout vérifier, ben, typiquement, l'intelligence artificielle peut jouer ce rôle de deuxième expert. Donc, à partir du moment où on a identifié en interne quels sont nos points de friction et qu'on les a cartographiés, on sait où l'IA peut réellement nous aider. Du coup, dans un second temps, en fait, ce qu'on va faire, je prends un petit peu de recul, mais ici, c'est se dire que implémenter l'IA, ça va vraiment être un projet en tant que tel. Et donc, en fait, je vais lancer ce projet-là et je vais utiliser des méthodes de gestion de projet un peu classiques, hein. Vous voyez, je cartographie des problèmes, j'identifie des problématiques, je priorise ces cas d'usage. Je vais commencer par ce qu'on appelle les quick wins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, je vais essayer de réfléchir à parmi ces cas d'usage-là, lesquels apportent le plus de valeur en le moins de temps possible. Pourquoi? Parce qu'en fait, en faisant ça, ça va permettre à tous les collaborateurs de rapidement voir que l'intelligence artificielle peut les aider et probablement beaucoup, on l'espère, pour un petit peu les convaincre. Et ensuite, du coup, on va pouvoir standardiser un petit peu ces usages et progressivement déployer problématique par problématique, friction par friction. Et une fois qu'on l'a déployé, ben forcément, on va venir un peu piloter et améliorer à chaque fois l'utilisation de l'intelligence artificielle. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait le déploiement il est jamais terminé. On n'a jamais fini de créer un chatbot, on n'a jamais fini de créer un agent IA parce que en fait nos règles métiers elles évoluent, parce que nos besoins vont évoluer, parce que ces logiciels même ces IA elles évoluent aussi. Et donc c'est important de continuellement venir évaluer est-ce que l'intelligence artificielle travaille bien, est-ce qu'elle m'aide de la bonne manière. Au final on peut un peu réfléchir comme un nouveau collaborateur. Mais ce que je voulais vraiment vous donner dans cette méthodologie-là, c'est qu'on ne déploie pas l'IA outil par outil, mais vraiment friction par friction, problématique par problématique. Et ensuite, on vient vraiment prioriser sur qu'est-ce que je peux produire en le moins de temps possible qui peut apporter le plus de valeur. Et ensuite, on priorise nos cas d'usage de cette manière-là. Alors, un petit exemple, pour vous donner vraiment un exemple concret hein, d'un déploiement de l'utilisation de l'IA chez Databird dans mon entreprise aujourd'hui, euh, qui vous parlera, je suppose, c'est les articles SEO. On fait plein d'articles SEO qu'on publie sur notre site pour pouvoir faire en sorte de toucher un maximum de personnes qui seraient vraiment intéressées par la data et l'IA chez Databird. Nos articles SEO, ils sont rédigés par des freelances. On n'a personne en interne qui s'occupe peu de ça, qui s'occupe que de ça, pardon, pour des raisons de profitabilité, hein. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu créer une grille d'évaluation selon nos critères pour valider ces articles SEO.
Pourquoi? Bah parce qu'en fait, vu qu'ils sont rédigés par des freelances et que forcément le SEO, vous le savez probablement, mais ça répond à des critères précis, euh, eh bien, en fait, au départ, on faisait de la relecture en interne. Le problème, c'est quoi? C'est que, en fait, chez DataBird, en général, on délègue beaucoup de travail, on est une petite structure, on est une vingtaine de personnes, mais pas complètement. Parce qu'à partir du moment où on délègue ce travail-là à des freelances, bah, ces freelances-là, vu qu'ils connaissent pas un petit peu en détail la marque employeur, qu'ils connaissent pas en détail le business, et bien forcément, dans ce cas-là, mais pas que, en fait, dans tout le travail qu'on délègue, euh, on a de la montée en compétences de nos freelances, on a beaucoup de relecture, beaucoup de validation, beaucoup d'échanges. Et du coup, en fait, au départ, après, en fonction de la montée en compétences, ça diminue, mais on perd beaucoup de temps, voire trop. Euh, et c'est là où du coup on est venu un petit peu prioriser sur les cas d'usage. On s'est rendu compte que le cas d'usage sur lequel on voulait s'attarder en premier, c'était vraiment cette relecture d'articles. Parce que relire un article, le vérifier, le comprendre, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et il y a, notamment parce qu'on a beaucoup d'articles, alors que c'est une tâche à faible valeur ajoutée en tant que telle. La plupart du temps, les articles étaient plutôt bien rédigés. Et du coup, on passe beaucoup de temps à relire mais pas beaucoup de temps à corriger. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a réfléchi à créer une grille d'évaluation qui permettrait de lister des critères qui eh bien, évalueraient la qualité de ces articles SEO. Et puis, on a défini tout un processus d'évaluation. Cette grille d'évaluation et ce processus d'évaluation, il est utilisé aujourd'hui par un agent IA chez DataBird qui, du coup, en fait, va relire, entre guillemets, et évaluer pour nous ces articles SEO. Et dans un second temps, il va nous proposer des pistes d'amélioration et en fait, les freelances peuvent l'utiliser directement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même plus besoin d'échanger avec nous, on n'a plus besoin de rentrer dans le processus, mis à part une dernière validation humaine, une fois que le freelance considère, et l'IA considère que l'article SEO est bon. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que vraiment, vous compreniez un petit peu le concret dans notre réflexion sur comment est-ce qu'on a, un, identifié une problématique, deux, prioriser et choisir ce cas d'usage-là. Et trois, créer l'agent IA, créer en fait et intégrer l'IA dans ce processus de travail, mais qu'on a quand même jalonné avec une validation humaine finale. Du coup, avec ça, on comprend un petit peu, en tout cas, je l'espère, dans votre cas, un petit peu plus où est-ce et comment est-ce que vous pourriez venir intégrer l'IA pour la création de contenu de manière générale. Maintenant, l'idée, c'est de vous présenter un petit peu quelques bonnes pratiques euh, qui concernent vraiment la création de contenu en tant que telle. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être utile pour un peu tout. Si vous voulez utiliser l'intelligence artificielle pour autre chose que de la création de contenu, ça fonctionne aussi. Euh, mais déjà, pour revenir un petit peu à ce que je disais au départ, l'intelligence artificielle, elle ne fonctionne jamais mal. Ce qui fonctionne mal, c'est qu'on lui a pas bien parlé, on lui a pas bien demandé les choses. Et pour ça, bah, bien prompter. Prompter, c'est parler et écrire à notre intelligence artificielle. C'est vraiment la clé de la qualité. Et pour ça, je vous donne un petit peu ce framework sur comment bien prompter. C'est pas si compliqué que ça, mais globalement, bien prompter, ça se fait en 7 étapes. Définir le contexte global, donner le rôle à notre intelligence artificielle, lui donner un objectif. Alors ça peut être optionnel en fonction de votre cas d'usage, mais vraiment rédiger les instructions étape par étape de ce qui va devoir être fait. Donner une expertise à l'IA sur les règles, le contexte précis de ce qui se passe, et pas uniquement le contexte global. Le contexte global, ça peut être tu travailles dans une entreprise qui s'appelle DataBird, qui est un organisme de formation. Mais vu qu'on parle d'articles SEO, ici, je vais donner de l'expertise sur les règles concernant les articles SEO chez DataBird. Euh, Règle n'est pas forcément contrainte. C'est-à-dire qu'on peut donner des règles du style 6 juin, je t'ai transmis un tableau Excel qui contient une grille d'évaluation. Analyse les règles d'évaluation et vérifie si l'article SEO correspond bien à ça. Mais on peut aussi lui demander des contraintes. Et typiquement, des contraintes, ça peut être du style n'invente rien. Et ça, c'est un peu bête, mais en soi, demander à une intelligence artificielle de ne rien inventer, ça peut souvent être important.
où on peut lui dire utilise uniquement cette grille d'évaluation et ne va pas chercher d'autres possibilités d'évaluation sur Internet. Et enfin, la dernière étape, définir le format de sortie attendu. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent de préciser, mais en fait, à partir du moment où on vient vraiment proposer à notre intelligence artificielle de manière détaillée ce qu'on veut, quelle est la forme de ce qu'on veut, et qu'on lui donne un exemple par-dessus tout, alors forcément, on va augmenter en qualité de ce qu'on crée. Un exemple, c'est tout simplement de se dire, en fait, si je lui demande une newsletter, c'est quelque chose quand même de très large, alors que si je lui dis, dans ma newsletter, je veux partie 1, partie 2, partie 3, partie 4, et que je lui donne un exemple de newsletter, là, l'intelligence artificielle, elle va pouvoir beaucoup plus facilement vous ressortir un format qui vous semble qualitatif. Donc, un petit exemple, ce serait de se dire qu'un mauvais prompt, c'est fais-moi un résumé du document et dis-moi quoi en penser. Ici, en fait, l'IA, elle pourrait divaguer de plein de manières. Un meilleur prompt, c'est un petit peu plus long. C'est le document fourni est un compte-rendu de réunion d'une équipe finance d'une ETI française. Ici, vous voyez vraiment, en fait, on vient lui donner le contexte global. On lui donne son rôle, agit comme un consultant senior en automatisation de processus finance. L'objectif, c'est d'aider la direction financière. Nanana. Ensuite, on lui donne les instructions. À partir de ce document, 1, 2, 3, 4, 5. On lui donne des contraintes. Base-toi sur les bonnes pratiques de la finance, n'invente pas d'informations. Et à la fin, on lui demande un format. Et j'aurais pu rajouter ici un exemple de compte-rendu interne qu'on aurait déjà rédigé. Typiquement, vous voyez ici, ça prend un petit peu plus de temps de bien prompter, mais l'idée, c'est que vous pourriez aussi vous créer des templates de prompts qui fonctionnent et les remplir en fonction de vos différents cas d'usage. Une fois qu'on a compris comment bien prompter, bien parler à notre intelligence artificielle, on va se poser la question de quel outil je vais utiliser. Est-ce que je vais sur ChatGPT, j'utilise DeepSeek, Perplexity, Gemini? Est-ce que je fais de l'automatisation avec Make, avec Dust? En fait, il y a 1 milliard d'outils aujourd'hui. Et pour moi, vous avez plusieurs pistes de réflexion à analyser pour choisir le bon outil. Évidemment, quels sont vos cas d'usage? Et c'est pour ça que j'expliquais, listez bien vos points de friction, listez bien vos problématiques avant de choisir votre outil, parce que possiblement, à chaque problématique, son outil. Typiquement, il y a des modèles qui peuvent être plus adaptés à des tâches que d'autres. Il y a des outils qui sont spécialisés dans la génération d'images, par exemple, si votre cas d'usage principal, c'est la génération d'images. Là où si vous voulez générer du texte, un autre outil sera probablement un petit peu plus adapté. Si vous voulez générer des slides, typiquement Gamma, c'est un outil qui le fait très bien. Évidemment, il y a toute la partie coût. Donc, en fonction de combien l'outil coûte, de combien de fois vous allez l'utiliser, éventuellement de la vitesse. Donc, si vous voulez, si vous produisez vraiment beaucoup de volume. Euh, mais ça, pour moi, typiquement, c'est pas non plus le plus important dans un premier temps. Mais c'est toujours important de le vérifier et de structurer ça. Ce qui va être un petit peu plus important pour moi, c'est vraiment l'intégration à vos outils. En fait, privilégiez vraiment des outils qui peuvent s'intégrer nativement à vos outils actuels. Pourquoi? Parce que en fait, typiquement, si personnellement je travaille sur la suite Microsoft, en fait, et que je commence à utiliser ChatGPT et Gemini, qui sont des outils qui appartiennent à OpenAI et à Google, ça peut être très facile pour mes premiers cas d'usage, mais je peux me rendre compte que je peux avoir des blocages. Euh, ou que c'est pas assez efficace dans toute ma partie automatisation pour de futurs cas d'usage. Et du coup, vous allez en fait devoir utiliser de plus en plus d'outils et donc de plus en plus de complexité. Ça, dès le départ, dans votre, j'ai envie de dire, dans votre réflexion sur quels sont les outils, réfléchissez déjà, est-ce que j'utilise Microsoft, est-ce que j'utilise Google, est-ce que j'utilise d'autres outils pour ne pas avoir payé plus d'abonnements si vous avez déjà la possibilité d'utiliser une intelligence artificielle parce que c'est déjà compris dans le package de ce que vous payez dans votre entreprise. Typiquement, chez DataBird, on travaille sur la suite Google et du coup, on a privilégié Gemini. Euh, Puisque c'est déjà en fait intégré et facturé. Et typiquement, ça s'intègre beaucoup plus facilement quand on veut voilà, traiter certains cas d'usage. Mais selon moi, le point le plus important,
surtout aujourd'hui en 2026, c'est la maturité numérique. Pour moi, le choix de votre outil, il doit vraiment se faire aussi par affinité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous êtes dans une grosse entreprise, plus vous avez de collaborateurs, plus peut y avoir aussi de réticence à l'adoption de l'intelligence artificielle. Il peut y avoir de la méfiance. Et en fait, intégrer l'intelligence artificielle dans vos processus, de vos équipes comme marketing, eh bien, ça va être aussi une grosse partie de conduite du changement. En fait, comment est-ce que je fais en sorte de convaincre mes collaborateurs, c'est une bonne chose, qu'ils prennent du temps de venir un peu modifier leur manière de travailler. Et typiquement, si votre équipe, elle utilise déjà un outil, hein, réfléchissez à pourquoi elle utilise déjà cet outil-là, comment est-ce qu'elle l'utilise. Ça peut vous faire gagner beaucoup de temps en termes de temps d'adoption et en termes de temps de formation. Souvent, le meilleur outil, c'est celui que votre équipe utilise déjà. Et après, on peut réfléchir aussi un peu à la taille d'équipe. Euh, Est-ce que je vais avoir besoin de gérer beaucoup d'accès, d'avoir une plateforme centralisée? Non. Voilà, ça c'est un petit peu à votre convenance. Maintenant, quelques erreurs spécifiques plutôt à la création de contenu, parce que là, un peu ce que je vous ai expliqué sur le choix des outils et le prompting, ça peut s'appliquer à tout et n'importe quoi. Mais sur la création de contenu, selon moi, en fait, ce qui va vraiment faire la différence, c'est si vous focalisez dans le prompting, dans le choix des outils, à définir explicitement le ton attendu. Ça, c'est quelque chose qui revient très très souvent. Est-ce que j'ai en tête les règles de à qui je m'adresse? Comment est-ce que j'ai pour habitude de m'adresser à ces personnes-là? Parce que de plus en plus, en fait, on crée des contenus génériques et je trouve que c'est quelque chose qui s'est beaucoup vu sur LinkedIn pour ceux et celles qui, sont sur LinkedIn assez régulièrement. On voit de plus en plus de posts générés par IA. Et franchement, personnellement, et je pense que c'est un constat qui est partagé, on a de moins en moins envie de juste lire ces contenus-là parce qu'on les repère facilement et c'est impersonnel. Donc en fait, venir travailler et affiner vraiment la définition du ton attendu, du niveau de technicité, donner des contraintes de style, typiquement et surtout donner des exemples concrets. Ça, en fait, c'est vraiment ce qui va faire la différence pour pouvoir en fait générer des contenus qui, certes, sont générés par une intelligence artificielle, mais le sont faits de manière très personnelle, qui correspondent à vraiment votre marque actuelle, votre ligne éditoriale. Et donc, voilà, évitez un peu ces styles uniformes, pensez à quels angles vous voulez réfléchir et en fait, promptez un petit peu tout ça dans votre intelligence artificielle, dans vos échanges avec l'outil que vous utilisez en fait. Et du coup, bah maintenant, on va se poser la question de, bah, merci Antoine, c'est cool, on a un petit peu compris là comment faire. Tu nous as donné des petites billes, hein. Évidemment, je pourrais pas faire le travail à votre place et je pourrais pas, on va dire, traiter cas d'usage par cas d'usage. Donc, j'ai forcément fait ce workshop-là et traité ce workshop de manière introductive. Donc, vous avez probablement peut-être compris une des méthodologies, retenu quelques petits points spécifiques sur, bon, ben, je vais commencer par définir mes problématiques et ensuite, je choisirai mon outil. Mais moi, ce que j'aimerais bien que vous ressortiez aussi de ce workshop, c'est comment est-ce que je passe à l'action? Eh bien, au final, c'est pas plus compliqué que ça. Pour moi, vous pouvez le faire en trois phases, en 90 jours. Euh, Première phase, c'est en fait tester l'IA sur des contenus non sensibles. Euh, Évidemment, comme je vous le disais, partez de vos problématiques, mais pour un premier jet, faites très très attention à ne pas travailler sur créer des rapports de newsletters internes RH qui utiliseraient par exemple les salaires des gens. Typiquement, voilà, j'ai des données sensibles, on n'a peut-être pas envie de faire une bourde sur des informations salariales. Donc voilà, prenons des contenus pas très sensibles sur des sujets sur lesquels on peut communiquer et se concentrer sur la partie idéation, structuration et déclinaison. Selon moi, c'est les parties les plus simples sur lesquelles travailler et qui vont avoir le plus de valeur ajoutée. Et je mettrai vraiment l'accent sur la partie déclinaison en plusieurs formats, sur plusieurs canaux. Vous allez voir que ça va pouvoir vraiment accélérer le temps de traitement et un petit peu ouvrir aussi le champ des possibles sur, en fait, comment est-ce que vos processus actuels vont possiblement changer. Et forcément, observer potentiellement des premiers gains ou pas.
voir est-ce que en fait je considère qu'aujourd'hui l'IA peut m'être vraiment utile. Je pense que ça sera le cas pour 90% d'entre vous. Une fois qu'on a un peu testé, et c'est important de tester, et c'est important de faire tester, c'est ça qui va pouvoir aussi permettre l'adoption à vos équipes, c'est que tout le monde peut un peu bidouiller dans son coin, partager les idées, créer des petits workshops de une demi-heure, de moments d'échange où chacun vient un peu donner son avis, comment est-ce qu'il a pu créer quoi, quand, comment, pour ensuite un petit peu structurer. À ce moment-là, moi deux, créer un peu cette charte, donc formaliser les bons usages, harmoniser un petit peu les pratiques, définir des règles, et ensuite, une fois que tout le monde s'est accordé là-dessus, eh bien déployer. Et là, c'est étendre les usages aux autres formats, intégrer l'IA dans des workflows éventuels qui seraient déjà existants, et puis surtout, eh bien, suivre les impacts, suivre la production, et petit à petit, continuer à déployer. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir? Euh, L'IA va fonctionner si vos usages sont clairs, si vous avez posé un cadre, et surtout si l'humain reste décisionnaire. Ça, c'est super important. Et les équipes qui réussissent, elles commencent petit, elles apprennent vite parce qu'on met en place des processus, des événements qui permettent justement la formation, le test et qui structurent progressivement. C'est pas vraiment possible de venir définir un cadre et un plan de route sur 2 3 ans sur exactement ce qu'on va faire. Allez-y de manière agile, petit à petit, testez des choses, prenez des retours. En fait, il faut vraiment voir l'intégration de l'intelligence artificielle dans vos équipes market com, création de contenu, comme un projet agile, un projet itératif. Et du coup, voilà, c'est un peu tout pour moi. J'espère que ce workshop vous a été utile et que eh bien, vous avez pu apprendre de nouvelles choses, mais surtout que vous avez envie maintenant de voilà, passer à l'action, de vous faire un petit peu un plan dans votre tête sur comment est-ce que vous pourriez tester, que vous avez peut-être déjà identifié quelle serait une première problématique sur laquelle vous pourriez un petit peu structurer cette utilisation de l'intelligence artificielle. Et ce que je vous propose maintenant, c'est bien de voilà, répondre à vos questions. Du coup, je vais ouvrir la partie questions-réponses et du coup, bah, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions si vous en avez. Du coup, pour l'instant, si je dis pas de bêtises, je n'en ai pas. Euh, et voilà, en attendant, si j'ai pas de questions, c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais pas expliqué au début, mais du coup, ceux et celles qui ne nous connaissent pas, moi je suis Antoine et je travaille chez DataBird. DataBird, on est un organisme de formation qui est spécialisé en data et en IA, et du coup, on fait des formations sur l'intelligence artificielle et l'IA agentique. Donc, si jamais il y a des personnes voilà, qui seraient intéressées pour en savoir plus, je vais vous mettre un petit lien aussi dans le chat. Euh, si voilà, vous voulez prendre rendez-vous pour essayer de discuter un peu de vos enjeux et voir si une formation pourrait vous plaire, voilà, n'hésitez pas. Du coup, Jean-Michel me demande quel est le coût moyen d'une automatisation mensuelle de newsletter, token, etc. Alors ça, c'est une très très bonne question, Jean-Michel. Franchement, c'est très difficile de te répondre parce que ça va vraiment dépendre de ton cas d'usage. En fait, une newsletter enfin, l'automatisation d'une newsletter peut vraiment coûter euh, une petite. Alors, en fait, il faut commencer par se dire que tu vas probablement utiliser une plateforme qui va t'aider. Tu vas le faire. On va dire que si tu sais pas coder et si tu sais pas développer toi-même un agent IA, ça va te coûter une dizaine, quinzaine d'euros. Mais pourquoi? Parce que en fait, là-dedans, je te comprends l'abonnement, par exemple, à Dust, qui peut être une plateforme qui va en fait te permettre de créer l'agent IA de manière no-code. Mais en tout cas, pour ce qui est en fait token et automatisation, c'est quelques centimes d'euros, quelques euros. Si on compte pas, bon, c'est vraiment quelques centimes d'euros, tu vois, si c'est juste pour ta newsletter. Mais du coup, il faut compter, j'ai envie de te dire, le prix d'abonnement de la plateforme, c'est ça qui va te coûter le plus cher. Euh, mais l'idée, c'est ensuite de en fait, utiliser et rentabiliser ce prix-là, pas parce que tu as juste un cas d'usage sur lequel tu travailles,
mais plus parce que tu vas du coup utiliser cette plateforme pour répondre à plein de cas d'usage derrière. Après, si toi-même tu sais développer et que tu sais un peu développer ton agent IA et que tu vas juste payer du coup cette partie tokenisation et déploiement de ton API, là ça va te coûter quelques euros, j'ai envie de te dire, maximum. Alors je connais pas MailerLite, mais du coup si tu ignores un petit peu la partie, la partie abonnement de MailerLite, je suis sûr que ça coûte voilà, quelques centimes d'euros. Sandrine, merci, toujours intéressant de m'expliquer. Bah, merci beaucoup à toi, c'est gentil pour ce petit commentaire. Oui, on propose des interventions de déploiement d'IA en entreprise également. Alors, on n'est pas un cabinet de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir déployer pour vous euh, des agents IA directement. Par contre, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait aussi des formations en entreprise. Et l'objectif de la formation, c'est de venir vous aider à déployer un POC d'agents IA. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, un POC, c'est un proof of concept. Euh, Parce qu'en fait, on va venir vous former et vous former directement sur votre propre cas d'usage. Donc, à la fin de la formation, eh bien, vous allez avoir ce premier petit cas d'usage qu'on va co-créer ensemble, que ensuite vous pouviez eh bien, de vous-même avoir appris et déployer vos futurs agents IA, par exemple, si on parle d'IA agentique. Euh, A contrario, on ne fait pas le travail d'un cabinet de conseil, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir et de nous-mêmes définir les problématiques, définir les priorités, créer l'agent IA tout seul et vous le donner. Nous, notre objectif, c'est vraiment de vous apprendre à le faire par vous-même et on vous accompagne dans la création, on va dire, du premier cas d'usage. Moi, je ne sais pas s'il y a peut-être une ou deux dernières questions. J'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions que ça. Du coup, bah, je vous remercie à tous et à tous d'avoir suivi ce workshop. J'espère qu'encore une fois, vous avez appris de nouvelles choses, que ça vous a été utile. Puis bah, je vous donne rendez-vous si ça vous intéresse pour le prochain workshop dans 2 semaines sur l'IA et la gestion de projet cette fois-ci. Et puis évidemment, bon appétit à toutes et à tous. Bonne journée.